Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la quatrième et dernière vidéo de cette série sur l'éthique de l'IA. Je m'appelle Johan Rochelle et je suis chercheur à l'EPFL en Suisse. Reprenons notre outil de navigation sur les questions éthiques. Les vidéos précédentes traitaient de la première famille, les questions d'éthique dans la technologie, puis de la deuxième famille, les questions de justice sociale. Et aujourd'hui, nous arrivons à la dernière vidéo qui s'intéresse au framing et au récit autour de l'IA. On va démontrer pourquoi la manière dont on parle d'IA est absolument cruciale. Cruciale pour les équipes de développement, les utilisateurs, les utilisatrices et les personnes en charge des décisions politiques. Framing, récit, mais de quoi parle-t-on? Au niveau fondamental, on va s'intéresser aux lunettes que nous avons tous pour regarder le monde et lui donner un sens. Très brièvement, quand je regarde la réalité, je fais deux choses. Je choisis une partie de la réalité, c'est celle que je regarde, et je tente de lui donner un sens. Revenons sur ces deux éléments. Premièrement, le framing, ou cadrage en français, fait ainsi référence à la partie de la réalité qu'on décide de regarder. On ne peut pas tout voir, tout appréhender, et donc on fait en permanence des choix qui sont l'expression de ce qu'on pense important, pertinent. Pour faire apparaître l'importance du cadrage, imaginez les équipes de rédaction dans un journal. Quand elles choisissent ce qui sera en une le lendemain, elles cadrent l'actualité et disent à tout le monde: selon nous, voici l'information principale de la journée. On voit particulièrement bien les choix de cette équipe de rédaction, mais c'est finalement un choix que nous faisons en permanence dans toutes les situations de notre vie. Deuxièmement, en plus de cadrer la réalité et d'en choisir une partie, nous tentons de lui donner un sens en l'intégrant dans un récit. Nous sommes des êtres de récit, sans cesse en train de raconter notre propre histoire, notre vie, nos choix, nos amis, nos amours, nos projets. On cherche à donner un fil rouge plus ou moins marqué à ce que l'on fait. Mais ces récits ne sont pas seulement de notre fait. Nous sommes dans un contexte culturel, avec une langue, des imaginaires, des films, des livres, de la musique. It's a great story, Sarah! En matière de technologie, tout ce matériel culturel nourrit notre imaginaire. Et nous ne pouvons totalement y échapper. Nous baignons dans ces représentations. Par exemple, quand je vous dis robot, vous pensez certainement plutôt à ce genre de robot. Par contre, les robots de montage, qui sont les plus nombreux, n'apparaissent pas dans nos imaginaires. Il n'y a pas de films qui ont pour héros Roger, le robot monteur de voiture, ou alors Henriette, la machine à déplacer les caisses dans un entrepôt. D'accord, cadrage, récit, mais quel lien avec l'éthique? Eh bien ce lien s'appelle pouvoir. Les personnes, les entreprises qui promeuvent certains récits, qui mettent en avant certains cadrages de la réalité, tous exercent à leur manière un pouvoir majeur sur la manière dont nous nous comportons, en tant que consommateurs, consommatrices, créateurs, créatrices d'outils, mais bien sûr aussi comme citoyens et citoyennes participant à la vie politique. Ce sont autant de lunettes que nous mettons sur notre nez pour donner du sens à ce que nous voyons et à ce que nous faisons. Il y a un niveau très général qui décrit par exemple le rapport à la technologie. On peut parler par exemple de récits concurrents entre des techno-optimistes, des techno-critiques, des techno-dystopiques. De manière plus spécifique, prenez l'exemple actuel de l'IA générative. Pour brosser à grands traits, il y a deux cadrages et deux récits principaux. L'un porte sur le très long terme, les risques décrits comme existentiels, où l'humain est mis en esclavage. Et l'autre porte sur des défis ici et maintenant, la protection des données, les biais dans les outils. Au final, l'ensemble des questions que nous avons traitées dans la deuxième vidéo de cette série. En critiquant ou en promouvant certains récits, nous mettons dans l'ombre, ou au contraire dans la lumière, certaines caractéristiques et impacts de ces outils d'IA. Ces récits ne touchent bien sûr pas tout le monde de la même manière. On peut ainsi proposer une critique genrée des récits autour de l'IA qui valorisent la performance, la domination, l'exercice du pouvoir. Nous avons parfois l'impression d'être sans pouvoir individuel face à ces récits. Les récits ont une dimension collective, ils sont marqués par des produits culturels à très large amplitude. Et il faut donc que les individus, s'ils veulent faire bouger les choses, s'organisent, fédèrent, proposent des récits alternatifs pour modifier les choses. Et bien sûr les entreprises qui peuvent être critiques, modifier et promouvoir certains récits alternatifs. De manière générale, on peut identifier au moins trois grands récits qui structurent notre rapport à la technologie. Ces récits sont bien entendu extrêmement liés à nos émotions, à des intuitions dans certaines situations, à des manières de réagir. Le récit le plus structurant, c'est la relation de compétition ou d'instrument entre la machine et l'humain. Prenez des robots humanoïdes qui attendent de passer un entretien d'embauche. On les voit dessinés, assis sur une chaise, à un bureau, proches des humains, ils nous ressemblent. Et donc, ils sont des concurrents et potentiellement des menaces. Imaginez à l'inverse un récit complètement différent, où les machines sont des instruments et sont au service des humains
pour accomplir des tâches plus rapidement, plus efficacement. Plus la machine ressemble à l'humain, soit dans son apparence, imaginez un robot humanoïde, soit dans ses capacités d'expression, prenez ChatGPT, plus le récit de la compétition va s'imposer. On rentre dans une logique de comparaison de la performance. Et bien sûr, il y a un effet retour. Si l'on considère l'humain et la machine en compétition, alors appréhender l'humain comme une machine devient aussi un réflexe assez naturel. Et donc on commence à considérer le corps humain comme un robot, l'esprit humain comme une machine. Deuxième grand récit structurant, les spécificités humaines. En effet, la relation avec la machine nous renvoie à une question miroir. Pourquoi l'humain est-il particulier et où se joue cette spécificité? Est-ce la créativité, notre capacité à jouer, notre capacité à inventer? I mean, I guess I literally have no idea who I am. Il nous faut à nouveau considérer le fond culturel dans lequel nous évoluons. Par exemple, ici en Occident, une vision pyramidale de la création, Dieu est tout en haut, et il a confié aux humains le soin de contrôler toute la création, les animaux et la nature. Et où va-t-on placer les machines intelligentes dans ce schéma? Plus spécifiquement, avons-nous besoin d'être sans cesse à la recherche de notre spécificité? Est-ce que ça ne traduit pas une espèce de manque de confiance par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à ce que nous pourrions créer? Si nous abordions la question de manière complètement différente, en pensant comme un écosystème, un environnement, dans lequel l'humain va simplement s'insérer de manière naturelle. Troisième grand récit, une fois que nous nous sommes interrogés sur nos spécificités, s'offre à nous, s'impose à nous la question du sens du travail, du sens de la vie. Dans un monde où les machines font de plus en plus de tâches, que reste-t-il aux humains? Quel est le sens de notre activité professionnelle lorsque les machines peuvent faire tout ce qu'on faisait? Quel est le sens de notre vie plus largement? Cette question du sens, elle est extrêmement importante au moment d'intégrer des outils technologiques dans des équipes. Il y a une dimension symbolique extrêmement forte. Si une machine remplace pour certaines tâches ce que faisait une personne, ce qu'a fait une personne pendant peut-être toute sa carrière, il est vraiment important de garder en tête le poids symbolique de l'arrivée d'une machine qui dit au fond un message très clair. Elle dit, je suis en capacité de faire ce que tu as fait pendant toute ta vie. Imaginez la réaction de la personne qui doit remettre en question toute sa carrière professionnelle. Ces trois récits structurants du rapport entre la machine et l'humain sont extrêmement importants dans la pratique, par exemple, dans notre use case, des outils d'analyse automatisée des CV. La réflexion sur les cadrages et les récits, c'est l'occasion de se rappeler que l'outil de navigation doit être utilisé de manière itérative. Il faut passer par la famille numéro 1, la famille numéro 2, on arrive ensuite au cadrage et on repart sur les différentes questions éthiques. Il faut avoir ce regard sur l'histoire, l'imaginaire, le récit qu'on mobilise à toutes les étapes d'un projet. I got this. Deuxièmement, c'est bien sûr bien maîtriser la communication, les images, les façons de parler, les analogies. Pensez à votre équipe marketing qui devra une fois faire la publicité de votre outil. Quel type d'image va-t-elle utiliser dans cette publicité? Sommes-nous à même d'être en situation de contrôle sur la manière dont nous communiquons? Sommes-nous certains de ne pas renforcer certains clichés? Et puis finalement, il y a une logique d'accompagnement de nos clients. Nous devons veiller à les accompagner afin qu'eux-mêmes aient bien compris l'impact émotionnel, symbolique de cet outil sur leurs propres collaborateurs et collaboratrices. Nous voici arrivés au bout de ces 4 vidéos d'introduction à l'éthique de l'IA. Rappelez-vous, nous nous étions fixés un objectif, faire le tour d'horizon des questions éthiques autour de l'IA. Une sorte de crash course, une introduction avec en fil rouge l'exemple de l'outil d'analyse des CV. Et j'aimerais à nouveau rappeler 2 éléments extrêmement importants, 2 convictions très fondamentales chez moi. L'éthique est vraiment importante pour toutes les phases du projet. Ça commence lors de la première séance où on discute d'une idée de projet jusqu'à la réalisation, l'arrivée sur le marché d'un outil. Toutes les étapes de création de ce produit, de cet outil d'IA, doivent être marquées par une réflexion éthique, une réflexion sur les valeurs, la recherche de cohérence entre les valeurs que nous avons choisies en tant qu'équipe et ce que nous en faisons dans l'outil. Et deuxièmement, la conviction que l'éthique n'est pas quelque chose qui va venir bloquer, ralentir votre projet. Au contraire, c'est la conviction qu'une réflexion éthique intégrée le plus rapidement possible par toute l'équipe va permettre de rendre l'objet meilleur, plus durable et au final bien mieux accepté par des clients, les clientes, les utilisateurs et les utilisatrices.
J'espère que vous avez eu du plaisir à découvrir ces questions d'éthique de l'IA. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur des questions spécifiques, je vous renvoie vers l'abondante littérature sur ces questions, surtout en anglais, mais en français, vous trouverez de plus en plus de choses. Moi, j'ai eu en tout cas beaucoup de plaisir de parcourir avec vous ces 4 vidéos et de vous servir de guide exploratoire pour découvrir ces facettes de l'éthique de la technologie et de l'éthique de l'IA. Allez, ciao, à bientôt.